RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Trépeau qui est à la fois vigneron, qui est à la fois observateur du monde du champagne et en tout cas à coup sûr participant à ce qu'il a appelé à une époque le miracle du champagne en s'interrogeant avec un point d'interrogation, qu'est-ce qui fait que le miracle du champagne se poursuivra? Alors justement, avec ce qui se passe sur la planète, c'est la question d'aujourd'hui, avec toute cette géopolitique qui semble être bouleversée, avec le retour des empires et de la force contre un droit international qui semble être en phase d'évaporation, eh bien la question se pose, c'est du commerce international. Or, le produit champagne est un produit par excellence de commerce international. Alors Bertrand, dites-nous un peu où nous en sommes de ces accords de libre-échange qui ont fait le bonheur du champagne pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui, face à la montée en puissance des droits de douane, eh bien, semblent être mis en question. Effectivement, Hubert, bonjour à toutes et à tous. Le champagne et l'export, c'est une longue histoire. Au départ, le champagne était un produit tellement rare, tellement précieux, tellement onéreux qu'il était vendu à travers les cours mondiales, mais très peu bu en France. Puis il s'est internationalisé quand il s'est démocratisé, plutôt après les guerres mondiales. Et puis on assiste depuis les années 90-2000 à une réinternationalisation du champagne et de ses marchés, pour aujourd'hui atteindre, pour que les auditeurs aient un repère, 60% à peu près des volumes qui sont vendus par an en dehors de la France. Enfin, on peut préciser qu'historiquement, c'était un produit qui se vendait aussi à l'étranger, puisque c'était le vin des cours royales. C'est ça. Mais les volumes étaient sans commune mesure avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, parce que quand on expédie 60% de 300 millions de bouteilles, ça fait quand même près de 200 millions de bouteilles, qui partent à l'export. Alors qu'à l'époque, on parlait de quelques millions de bouteilles. Oui, voilà. Et il faut aussi préciser que quand on parle d'exportation en Champagne, c'est ce qui sort de la frontière France. C'est ce qui sort de la frontière France. L'Union européenne, la Belgique, est à l'export. C'est un pays d'exportation. Ensuite, on a la notion de pays tiers hors européen. Ça, c'est souvent les deux choses qu'on va observer, l'Europe et en dehors de l'Europe. Alors, si l'export au sein de l'Union européenne ne pose aucun problème, puisqu'il n'y a pas de droit de douane entre la Belgique et la France, en tout cas depuis longtemps il n'y en a plus, la question se pose vers d'autres pays, d'autres marchés. Oui, alors, avant de venir exactement à la position d'aujourd'hui, c'est juste de rappeler, parce qu'il est de bon ton en ce moment de critiquer tous les accords internationaux, de dire qu'ils sont tous mauvais, que dès qu'on les signe, c'est au détriment de la France, des agriculteurs. On a l'impression qu'on signe que des mauvais... Vous avez en tête le Mercosur, je suppose. Oui, on va dire que celui-là... Notamment. Pas mal, mais... Quand même, ça fait un bout de temps où je peux pas dire qu'on ait célébré les signatures de contrats de libre-échange depuis longtemps dans ce pays. Pourtant, il faut rappeler que pour la Champagne, les contrats de libre-échange, à travers notamment, c'était la mission de l'Union européenne, nous a permis de faire reconnaître le mot Champagne tout autour de la planète. Parce que quand on signait ces traités avec des pays, alors on allait arbitrer sur des tas de baisses de droits de douane réciproques, et puis on demandait de reconnaître certains labels, les AOP par exemple déjà, et puis l'appellation Champagne. On est arrivé à un point où quasiment l'essentiel des marchés du Champagne reconnaissent l'appellation Champagne. On a encore des problèmes avec la Russie, un peu avec les États-Unis, mais on va dire que globalement, ce sont grâce à ces contrats qu'on a réussi à qu'on a protégé l'appellation Champagne, tout simplement. Si tout le monde avait pu produire du champagne autour de la planète et appeler n'importe quel effervescent champagne, on n'aurait rien à se raconter ce soir, Hubert. Ce serait réglé tout à fait dans le marasme champagne. Nous, on aurait notre production française et puis point barre. Donc, on leur doit déjà une fière chandelle. Le deuxième, c'est que quand ces contrats d'échange internationaux ont été inventés, le but était de faire baisser des droits de douane.
c'était de faciliter l'export, et c'est l'arrivée de cette mondialisation heureuse, qui n'a pas toujours été, on est bien d'accord, mais qui devait fluidifier, chaque pays se spécialise, produit ce qu'il sait faire de mieux. La France fait du champagne parce qu'on le fait admirablement bien, les Allemands font des voitures parce qu'ils font ça admirablement bien, enfin on peut suivre plein de caricatures comme ça, mais il y avait quand même cette idée que si chacun faisait ce qu'il savait faire de mieux au meilleur prix, on allait avoir les meilleurs produits au meilleur prix puisqu'on baissait les droits de douane. Pour tous les consommateurs de la planète, où qu'ils soient. Sur le papier, ça avait exactement. C'était ça quand même la théorie de base de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis on s'est rendu compte que cette organisation, en fait, elle avait aussi comme impact très clairement de supprimer des tas d'emplois, de filières qui ne pouvaient plus être compétitives, qu'il n'y avait pas d'égalité dans ces compétitions. On se retrouvait à vendre des produits qui ressemblaient aux consommateurs, mais qui n'étaient pas du tout produits dans les mêmes conditions, avec les mêmes salaires, avec les mêmes... Et là, il y a eu un deuxième déclic de la mondialisation qui était plus du tout heureuse, qui apportait du chômage, qui détruisait de la valeur environnementale parce que les produits qu'on nous proposait étaient produits dans des conditions inhumaines ou vraiment graves pour l'environnement. Et on est un peu dans cette phase-là encore. Et là, il y a quand même un troisième temps qui est de dire, puisque ce libre-échange n'est pas bon, on va remettre des droits de douane. Et puis en plus, c'est une façon de protéger, de refaire du protectionnisme, parce que c'est comme ça que je vais protéger les emplois, protéger mes filières, etc. C'est cette époque que porte beaucoup le président américain Donald Trump. Et il a un des pouvoirs en tant que président des États-Unis. Ça doit être un État fédéral, c'est très compliqué. C'est pas le même président que le président français, il peut pas faire les mêmes choses, mais les droits de douane, c'est un de ces champs d'intervention. C'est pas tout à fait certain, mais la justice le ira à un moment ou un autre. Il y a encore des procès là-dessus. En tout état de cause, et aujourd'hui, ils sont là. Et donc, très concrètement, dernière phase, on s'est retrouvé au mois d'août pour le champagne, par exemple, avec une hausse des taxes de 15% sur le produit champagne, sur d'autres vins, mais il y a des situations pour d'autres vignobles où le champagne est passé au travers, qui était encore pire. Donc, on a peur aussi de la suite, parce que c'est une arme qu'il ressort tous les 4 matins. C'est-à-dire que Alors, c'est une arme qui finalement a été brandie à nouveau, parce que ça a déjà existé par le passé, donc par le président Trump récemment pour les États-Unis. Et si on parle de ça ce soir, c'est parce que les États-Unis, c'est un marché important. C'était le premier marché à l'export. Il semblerait qu'en 2025... C'est combien de bouteilles, les États-Unis ? Vous me posez une colle, Hubert. Je veux surtout pas dire de bêtises, donc je vais m'abstenir. J'appellerai bien un ami, mais... je pense que 60% de 300 millions, 180 millions de bouteilles, je crois que c'est 70 millions de bouteilles. C'est important, c'est très important. C'est le premier marché. Et c'est celui dont on parle forcément. Et quand Monsieur Trump décide de mettre des droits de douane, il faut savoir qu'en général, le pays qui subit une augmentation des droits de douane réplique. Et il réplique par des droits de douane. C'est souvent ce qui se passe, même si l'Europe a répondu extrêmement mollement à ces droits de douane américains. Et donc, l'impact sur le marché champenois, il est donc lié à des volumes importants vers ce pays qui est les États-Unis, avec des droits de douane qui finalement le frappent directement et immédiatement. Et l'exemple que vous prenez pour l'illustrer, parce que entre le champagne et les États-Unis, cette réponse du berger à la bergère, elle est moins visible, il me semble, que dans le cas, par exemple, avec la Chine. L'Europe a voulu protéger ses filières automobiles en mettant des droits de douane sur les voitures chinoises, notamment les voitures électriques, parce qu'elles avaient des coûts de production vraiment, vraiment bas. Et la réponse immédiate des Chinois était de choisir par pays européen des filières considérées comme stratégiques et d'aller mettre des droits de douane ciblés. Donc chez nous, ça a été le cognac qui s'est pris des droits de douane. Alors justement, est-ce que le cognac, ce qui s'est passé pour le cognac, pourrait être un indicateur avancé de ce qui pourrait se passer pour la Champagne? Bien sûr. Et il faut savoir que à l'échelle européenne, on appelle ça, dans la position que peut tenir le syndicat général des vignerons et l'Union des maisons de champagne à travers le comité champagne, c'est d'avoir un lobbying de découplage. C'est d'aller voir les instances européennes et de leur dire la filière vin et spiritueux, elle veut pas être la mesure d'ajustement de tous les moyens de rétorsion industrielle quand on parle de l'aéronautique, de l'acier, des voitures, etc. On veut que dans ces contrats de libre-échange, il y ait un statut particulier qu'on appellerait de produits culturels protégés qui ne peuvent pas faire l'objet de mesures de rétorsion. Parce que à chaque fois, ce sont des filières très lourdes qui emploient beaucoup de personnes, parce que politiquement, le risque est important. Donc, je vous parlais de l'aéronautique, je vous parlais de l'acier, qui vont se retrouver dans la balance avec les produits agricoles, avec du vin, avec des produits de luxe et des produits de niche.
Et là, il y a une demande de la filière de dire arrêtez de nous prendre en otage dans ces négociations. Oui, on comprend qu'il y ait des négociations internationales et que les choses puissent s'envenimer, mais on voudrait un statut protégé pour nos filières parce qu'une fois qu'on a détruit une filière viticole, on la reconstruit pas. Mais ça, c'est la discussion qu'on a d'à peu près dans tous les accords multilatéraux, dans lesquels il y a effectivement des filières gagnantes et des filières perdantes. C'est le propre d'un accord. Et quand on négocie, par exemple avec des produits agricoles ou un fort potentiel de production agricole, et qu'on veut sauver l'industrie européenne, il est clair que l'agriculture, elle sert de monnaie d'échange. Et c'est en moins prenant. Ça pénalise forcément la production agricole. Mais pour essayer de mieux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé pour Cognac avec la Chine ? C'était d'abord la Chine, je crois que c'est un marché qui était énorme pour le cognac. Oui, les deux marchés du cognac principaux, le premier c'est les États-Unis, mais avec des cognacs qui sont plutôt d'entrée de gamme, des eaux-de-vie plutôt jeunes. Donc c'est le premier marché en volume. Et ensuite vous avez le deuxième marché qui lui en valeur est beaucoup plus intéressant, qui est le marché de la Chine, avec toujours des belles carafes, des eaux-de-vie maturées sur le long terme type XO. Ils se sont retrouvés en plein milieu de la guerre des voitures électriques. C'est-à-dire que la Chine a fait le bonheur du cognac pendant pratiquement 20 ans. Oh ouais, au moins, elle a pris le relais du Japon. Il y avait eu la dernière grande crise du cognac, c'était parce que tout d'un coup, la consommation du Japon avait connu une chute, alors que ça avait été vraiment un moteur de croissance. Et la Chine a pris le relais. Alors en plus, avec les potentialités d'enrichissement de la Chine, de la population qui progressait, tous les voyants étaient au vert. Et d'ailleurs, Cognac sort à peine d'un cycle de replantation de vignes très conséquent, parce qu'il voyait vraiment l'avenir en rose. Oui, c'était extraordinaire, la réussite du cognac et le chiffre d'affaires dégagé par la filière. Du coup, le revers et la vitesse du revers est d'autant plus brutale et incompréhensible pour les opérateurs que il a fallu une négociation sur des voitures électriques à un président américain pour qu'en l'espace de 18-24 mois, la filière change du tout au tout dans ses perspectives. Et actuellement, c'est une crise très très lourde que connaît la région de Cognac avec des arrachages et même une crise qui s'est étendue aux voisins bordelais. Alors quand vous venez de planter de la vigne et que vous parlez d'arrachage, c'est quand même très dur à comprendre dans un bien sûr, il y a un renversement de situation. Pour la Champagne, est-ce que il pourrait y avoir le même renversement de situation ? Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri parce que c'est aussi une filière qui est symbolique, qui est vraiment qui fait parler les médias, mais on se rend compte que allons déjà cultiver, faire progresser les contrats de libre-échange qui marchent bien. Par exemple, on en a signé un avec le Japon, on en a signé un avec le Canada, on en a signé un avec la Corée du Sud. Les droits de douane sont très bas avec ces pays. Ce sont des pays où la consommation de champagne est encore faible, progresse un petit peu. Donc on a besoin de diversifier nos marchés, d'aller chercher ce qu'il y a une meilleure dans le libre-échange, avec notamment les relations commerciales stables qu'on a avec les pays Japon, Canada, Corée. Et on était trop dépendant des États-Unis. Voilà, c'est le genre d'impact qu'il faut qu'on prenne, c'est apprendre à rediversifier nos marchés. Donc c'est là qu'actuellement se portent les efforts. C'est effectivement de faire en sorte que ce qu'on perd sur le marché américain, on puisse le placer sur d'autres marchés où Champagne est apprécié. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Bertrand. On se donne rendez-vous à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. À bientôt.